Bonjour à tous. Dans le cadre de notre salon Rebond Cadre, nous accueillons Damien Letellier de la société Métarome, à qui je vais passer la parole immédiatement pour qu'il puisse nous présenter son entreprise et les soft skills, la gestion des soft skills dans son entreprise. Très bien. Donc, Monsieur Letellier, vous avez la main. Vous commencez par une présentation ? Oui, tout à fait. Je vais commencer par j'ai deux présentations. Une première d'environ 10 minutes qui va permettre de présenter l'entreprise un petit peu, ses grandes fonctions, son métier et ses fonctions. Et puis une deuxième plus orientée sur notre approche des compétences douces, des soft skills, dans le cadre de recrutement et de la composition de nos équipes. Alors. Très bien. On vous voit désormais à l'écran. C'est parfait. Très bien. Et donc, alors, je vais partager ma première présentation qui va durer une dizaine de minutes à peu près, ce qui permet déjà de situer Métarome puisque nous sommes une entreprise basée sur Beauvais, dans la banlieue d'Amiens, présente sur Beauvais depuis 2004. C'est une entreprise familiale qui avant était sur plusieurs sites en France et qui a été regroupée sur Amiens dans le cadre d'un appel d'offres à l'époque territorial. Et puis la communauté d'Amiens avait fait le boulot et avait accueilli ce site qui était avant le regroupement de sites qui étaient sur Strasbourg, Lille et Paris. Donc le métier de l'entreprise Métarome, donc date de création, je disais 1953. Aujourd'hui, on est une entreprise familiale. C'est le fils du fondateur, Jean-Luc Métayer, qui est le PDG de l'entreprise, capital à 100% familial. Et nous sommes une entreprise qui crée et fabrique et commercialise directement des arômes et des caramels à destination de l'industrie agroalimentaire. Donc, nous sommes sur une activité de niche au service des industriels de l'agroalimentaire uniquement. C'est-à-dire que pour mieux comprendre notre métier, nous faisons des arômes et du caramel, mais nous ne les faisons pas, par exemple, pour des chichas. Nous ne faisons pas d'arômes pour des cigarettes électroniques. Nous ne faisons pas d'arômes pour de l'alimentation animale. Nous le faisons uniquement pour l'agroalimentaire humain exclusivement. Et pareil pour les caramels. Ce groupe Métarome, un groupe familial, c'est une PME, c'est une entité qui regroupe à peu près un peu moins de 300 personnes aujourd'hui, un peu plus de 260 au moment de la construction de cette présentation. Monsieur Letellier ? Oui. Monsieur, est-ce que vous pourriez mettre la présentation en diaporama ? Alors je peux, tout à fait. Hop, c'est parti. C'est mieux ?
Parfait, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Qui comprend 10 filiales dans le monde. Alors, même si on est peu nombreux au final, on reste une petite boîte. On a 10 filiales dans le monde. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est lié à une spécificité de notre métier qui est le goût. Pour fabriquer un arôme, il faut connaître et comprendre le goût des différents territoires de notre monde. Le goût d'une réglisse en France n'a rien à voir avec le goût d'une réglisse aux États-Unis ou en Australie. Le goût d'une vanille, le goût d'un ananas, c'est pareil. Donc, il nous faut être présent sur l'ensemble de ces territoires pour pouvoir sourcer les bonnes matières premières et pour pouvoir construire les arômes qui vont plaire au palais et au goût des consommateurs. Donc, la nécessité d'être petit, mais de s'étaler sur un territoire très important. Donc, 10 filiales dans le monde. La plus importante reste la filiale historique qui est Métarom France, qui représente à peu près entre 60 et 70% de l'ensemble du contingent. Ces deux métiers, ils nous amènent à générer un certain nombre de ventes dans le monde. On vend dans plus de 80 pays et surtout, on crée environ 1500 nouveaux produits par an. C'est lié encore une fois à une spécificité de notre métier qui fait qu'on ne peut pas protéger de formules. Dans notre métier, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de dépôt de formule lorsqu'on crée un arôme, puisque ça peut être copié, on va dire, non pas facilement, mais on peut approcher une copie. Et donc, la seule solution pour s'en sortir, c'est la recherche et développement et c'est la course vers l'avant pour trouver de nouveaux arômes, trouver de nouveaux produits, continuer à s'adapter aux demandes des industriels. Ça nécessite d'envoyer énormément d'échantillons de nos produits à tous les industriels agroalimentaires du monde dès lors qu'ils ont un projet. Et donc d'avoir forcément des compétences liées à tout ça. En termes de taille, nous sommes un petit faiseur sur ce marché qui est composé de monstres internationaux qui dépassent largement le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Parce que généralement, lorsqu'on est un groupe qui fabrique des arômes, on fabrique aussi de la cosmétique et du parfum. Ces métiers sont assez proches. Un aromaticien, c'est un palais, comme dans la parfumerie, vous avez quelqu'un qui compose le parfum et qu'on appelle un nez. Donc on est sur les mêmes métiers. La seule différence, nous, c'est qu'on ne fait pas de cosmétique, on ne fait pas de parfumerie, on ne fait que de l'arôme pour l'agroalimentaire, ce qui fait qu'on est beaucoup moins important en termes de masse que nos concurrents. Néanmoins, on existe et on représente aujourd'hui environ, on aromatise à peu près 20 milliards de portions alimentaires dans le monde. Alors c'est une fierté, toute relative, mais voilà, si on considère qu'on est à peu près 7 milliards de personnes sur Terre et qu'on fait à peu près environ un peu plus de 2 repas par jour, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, on peut se dire qu'on aromatise à peu près une journée sur Terre pour l'ensemble des habitants. Voilà, en termes de force sur notre groupe. Alors, les deux métiers, on est sur une niche, on fait des arômes, on fait du caramel, on le fait uniquement pour l'agroalimentaire humain, et à l'intérieur de ça, on rajoute encore une niche à la niche. Nous ne faisons que des produits sucrés, c'est-à-dire que nos aromaticiens, qui sont des palais, sont entraînés à travailler avec des molécules, avec des produits naturels, avec des ressources naturelles qui sont sucrées, et donc le fait de les faire travailler sur des produits salés va abîmer ou va complexifier la capacité de leur palais à travailler. Donc on va surtout travailler sur des boissons, sur des glaces, sur la confiserie, sur la chocolaterie, sur la biscuiterie, sur des boissons alcoolisées, des boissons non alcoolisées, sur des sirops, voilà, sur tout ce qui va tourner autour du sucré, le salé ne représentant que 10% de notre activité. C'est un petit zoom sur Métarom France, pas très important, c'est un élément de détail du groupe. Je vais plutôt revenir sur la façon dont on travaille et dont on conçoit un arôme. Il y a deux ateliers majeurs de conception d'un arôme. Le premier, c'est l'arôme liquide. On va produire un arôme sur une base alcool principalement, avec une partie, comme pour un médicament, je dirais qu'avec une formule active et un excipient. La formule active, c'est tous les éléments naturels ou chimiques qui composent l'arôme, et l'excipient, c'est l'alcool. On vend ça de 25 kg à 10 tonnes en citerne, suivant les marchés que nous pouvons avoir. Savons que généralement, un arôme est très concentré. Si je veux concentrer une petite bouteille d'eau comme ça, là, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, une toute petite bouteille d'eau de 50 centilitres, je vais mettre 2 gouttes d'arôme pour concentrer, et largement suffisant pour concentrer cette bouteille. Donc lorsqu'on vend 25 litres d'arôme déjà, on vend une capacité de diffusion dans des produits finis qui est déjà très importante. La deuxième façon de faire des arômes, c'est les poudres. Là, c'est une autre façon pour l'industriel de travailler. Il va peut-être préférer pouvoir mettre des poudres que mélanger un liquide. Et ça, c'est un choix possible pour nous. On arrive à faire tout ça dans une logique familiale, je dirais, historique, surtout en lien avec notre développement, parce qu'on a aussi un atelier de distillation et d'extraction. C'est-à-dire que nous faisons nous-mêmes nos extractions de vanille, nos extractions
de baies, nos extractions de tout ce que nous pouvons sortir en arôme, de tout ce que vous pouvez connaître comme fruits ou comme saveurs, ce qui nous donne la capacité de créer nos propres signatures d'arômes. Et là, on rejoint la parfumerie. À partir du moment où vous détenez certaines matières premières et des savoir-faire, vous avez la capacité à faire un parfum qui ne va pas sentir ou qui ne va pas ressembler au parfum du concurrent. Et puis pour le caramel, c'est une activité totalement différente, qui est plus industrielle, mais qui se marie bien avec les arômes, puisque bien évidemment, nous faisons des caramels aromatisés, mais pas uniquement. Les caramels que nous faisons sont des caramels techniques. Retenez l'idée qu'il y a 2 types de caramels à peu près dans l'industrie agroalimentaire, les caramels colorants, assez décriés, qui servent principalement à colorer des colas, voilà, et à apporter de la couleur plus qu'autre chose. Et puis, vous avez des caramels de spécialité, des caramels techniques, et nous sommes sur ce segment d'activité, des caramels très pointus qui font que lorsque je vais mettre mon caramel sur un biscuit, eh bien, il va venir s'écouler, il va venir sécher, mais il ne va pas venir imbiber le biscuit. Lorsque je vais mettre mon caramel sur une glace, eh bien, ça va venir s'encapsuler entre le chocolat qui va recouvrir le caramel et sans pour autant attaquer la glace à la vanille dessous et la faire fondre. Donc on est sur des caramels très très techniques, très pointus, qui nécessitent de très grandes relations avec les industriels agroalimentaires. Bien évidemment, pour faire tout ça, et comme je vous parlais de course en avant à l'innovation, environ 10 à 15% de nos effectifs sont dédiés à la R&D, on est plutôt à 15% aujourd'hui, et une grande partie de nos moyens d'investissement sont dédiés à la recherche et développement française. Tout comme nous vendons dans le monde entier, bien évidemment, nous suivons les tendances des marchés des consommateurs que nous écoutons, et ces consommateurs et ces écoutes se répercutent au travers de nos clients de l'industrie agroalimentaire. Donc, nous travaillons avec de l'huile de palme durable, nous travaillons avec du cacao durable, nous sortons des arômes biologiques, nous faisons des arômes naturels. Certains de nos arômes à la demande sont certifiés halal ou certifiés kasher pour répondre aux exigences de certains marchés de nos clients. Voilà, donc là, sur l'ensemble de ces éléments-là, nous avons tout le panel possible de solutions. Je viens sur les valeurs de l'entreprise qui sont un élément structurant et qui sera en lien avec la partie sur les compétences, bien évidemment. Nous travaillons avec un socle de 3 valeurs, un socle RSE qui vraiment anime la stratégie de l'entreprise. Le premier, c'est la pérennité, le deuxième, c'est la sécurité et le troisième, c'est l'éthique. Si je devais reprendre les éléments sur la pérennité, je dirais que nous nous structurons dans un mode d'entreprise familiale avec un capital qui n'est pas ouvert à des investisseurs étrangers, qui n'est pas ouvert à des investisseurs financiers, qui nous donne une totale aisance, on va dire, de gestion de plans d'investissement, de plans de développement. La limite de tout cela, c'est qu'on va un peu moins vite, c'est certain. Nous avons un petit peu de moyens que nos concurrents, c'est certain aussi, mais par contre, nous gagnons en sérénité, nous gagnons en qualité de travail et de vision à long terme, et ça, c'est un vrai plus. Le deuxième élément sur la pérennité, c'est de toujours travailler à l'enchantement de nos clients d'une part. On a 99% de nos clients qui sont très satisfaits, qui nous recommanderaient, selon les 2 dernières enquêtes de satisfaction que nous avons pu faire. Et puis sur la libération des énergies, c'est un point important. C'est ce qui est important pour nous, c'est que les gens soient concentrés sur des tâches à haute valeur ajoutée. Donc on va se battre tout le temps, toute l'année, pour libérer les énergies de nos collaborateurs et faire en sorte que tous les petits cailloux dans la chaussure qu'ils peuvent rencontrer, on les enlève. Voilà, on les détecte avec eux et on les enlève. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Bien évidemment, énormément d'actions autour du territoire, autour de notre enracinement, de nos enracinements en France et sur le territoire d'Amiens, le soutien aux écoles, aux universités, énormément d'actions citoyennes qui sont menées aussi par nos salariés et que nous accompagnons financièrement en termes de moyens. Autre élément, nous sommes une entreprise familiale, donc le contrat d'intéressement, c'est un petit exemple par exemple, mais qui vient imager cette logique de pérennité. Aujourd'hui, et chez nous, et depuis toujours, chez Metarum France, le contrat d'intéressement est à la tête. Il n'est pas suivant le niveau de rémunération ou l'ancienneté de la personne, il est uniquement au fait d'avoir été là sur l'année, d'avoir contribué à la valeur ajoutée. La pérennité, c'est aussi de faire du sur-mesure. Ça, c'est l'intérêt d'être une PME et d'être souple, et puis d'être créatif. Évidemment, c'est ce que j'ai évoqué pour survivre. Sur la sécurité, retenez que, étant donné que nous sommes une industrie chimique et que nous travaillons pour les industriels agroalimentaires, nous avons à travailler avec 2 référentiels de sécurité. Et ces 2 référentiels nous amènent à obtenir des certifications qui sont reconnues au niveau mondial et qui garantissent une sécurité absolue et totale de nos produits, qui peuvent être consommés dans n'importe quelle industrie alimentaire de n'importe quel pays, suivant n'importe quelle norme
Voilà, ça c'est quelque chose qui nous habite vraiment au quotidien. Et l'autre élément, c'est la sécurité des hommes, bien évidemment. Je suis encore heureux de pouvoir le dire aujourd'hui, même si on a dépassé le mois de janvier l'heure des bilans. Mais voilà, on a encore fait une année 2020 sans aucun accident de travail avec arrêt. Et nous en sommes très contents, que ce soit pour les collaborateurs d'entreprise ou les intérimaires, voilà, qui vont et viennent, et qui est parfois plus difficile d'expliquer les choses, mais voilà, tout a fonctionné encore une fois cette année, et nous n'avons aucun accident de travail. Sur le site, il y a à peu près 160 personnes qui travaillent tous les jours. Et le troisième élément en termes de valeur, c'est l'éthique d'entreprise, avec bien évidemment le respect des droits de l'homme, des conventions internationales, ça paraît juste évident. Néanmoins, nous sommes questionnés régulièrement par nos clients internationaux là-dessus, pour qui ça n'est pas évident. Mais voilà. Et puis, l'intégrité des affaires au quotidien. Nous avons un référent éthique dans l'entreprise qui est un collaborateur qui a des moyens d'enquête, des moyens d'action, en autonomie de la direction et qui peut être interpellé par n'importe quel collaborateur de l'entreprise, de façon anonyme ou non, interpellé par n'importe quel client, n'importe quel fournisseur, dès lors qu'il y a ou un soupçon ou tout simplement un témoignage amenant à penser qu'une personne de l'entreprise n'aurait pas été intègre dans son travail. Voilà pour très rapidement, très rapidement, ce n'est pas le but principal, mais ça permet de cadrer les choses très rapidement pour la présentation de Metarom France. Le groupe Metarom a un site internet, metarom.com. Nous avons aussi une page LinkedIn, voilà, qui vous permettra que vous pouvez suivre et qui permet éventuellement d'obtenir plus d'infos si vous le souhaitez. Alors, je vais passer à la deuxième présentation. Que je vais mettre tout de suite à ce moment-là en touche. Voilà. Alors, un petit zoom sur les métiers chez Metarom France, pour faire le lien avec les éléments d'emploi et les compétences. Je vous disais qu'on était sur une activité de niche. Et donc ça entraîne forcément des compétences particulières, parce qu'on ne fait pas une activité de niche avec des compétences courantes. Et ça amène forcément, j'évoquais le fait que nous ayons notre propre capacité d'extraction, de distillerie, mais aussi une R&D très pointue, ça amène des savoir-faire importants. J'ai évoqué aussi le fait que nous sommes capables de vendre en toute sécurité dans n'importe quel pays, sur n'importe quelle réglementation chimique ou agroalimentaire. Autant vous dire qu'il faut compulser un nombre important de réglementations, d'arrêtés, de lois, de textes, et qu'on a aussi des savoir-faire importants sur la partie réglementaire et législation. Nous exportons dans 80 pays des produits qui sont dangereux, puisqu'ils sont sur une base alcool, potentiellement inflammable. Donc là aussi, il y a un savoir-faire important sur toute la partie logistique, lorsque nous sommes amenés à mettre nos produits dans une soute d'avion passager, dans une soute d'avion cargo, dans un bateau, dans un train ou dans un camion. Donc voilà, énormément de métiers, plus de 145 collaborateurs, c'est plus de 45 métiers différents chez Metarom France. Donc une grande diversité de métiers, avec forcément en demande chez les collaborateurs la nécessité de polyvalence. Puisque nous sommes une PME, nous restons une PME, et lorsqu'il y a des congés, lorsqu'il y a des RTT, lorsqu'il y a des temps d'absence, eh ben, il faut bien arriver à se remplacer, il faut bien que la boîte continue à avancer. Dans une logique de PME, c'est de la polyvalence et de l'entraide. Donc, ce qui est demandé aux collaborateurs, c'est d'être capable d'aborder au-delà de son métier, le métier du voisin, le métier du collègue, pour pouvoir en assurer les minima. Et donc, de ça découle la dépendance aux autres pour réussir, puisque il y a tellement de métiers que ce n'est pas le mien qui va forcément faire la différence, mais c'est la conjonction du mien plus de celui de mon collègue qui vont faire qu'on va pouvoir réussir. Donc, il y a une dépendance aux autres métiers qui est encore beaucoup plus importante. Là où c'est génial, c'est que ça nous nourrit intellectuellement parce que on passe son temps à discuter avec des gens qu'on croise dans les couloirs qui ne font absolument pas du tout ce qu'on fait, voilà, qui sont totalement sur un autre univers, qui pensent à d'autres choses. Voilà. Et ça, c'est toujours passionnant de pouvoir discuter avec des gens qui ont des parcours ou des savoir-faire très, très différents. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi de présentations sur les soft skills ou pas. Alors, j'ai juste remis un petit slide très rapide pour vous dire voilà, quelle est la lecture de Metarom France, que sont les soft skills déjà, et quelle est la lecture de Metarom France de tout ça. Les soft skills sont déjà à mettre en rapport avec les hard skills, ce qu'on appelle les compétences classiques, les compétences techniques,
qui s'apprennent à l'école, que l'on apprend tout au long de sa carrière, en formation ou via des expériences. C'est généralement là-dessus qu'on va bâtir la rédaction d'un CV ou qu'on va expliquer un savoir-faire. Et puis les soft skills, les compétences douces, sont plutôt celles non pas du savoir-être, mais un peu plus largement que ça, celles de l'intelligence relationnelle, de la capacité à travailler, à gérer des émotions ou à développer des capacités interrelationnelles positives. Ces compétences douces, nous y intégrons, nous, un certain nombre de compétences que certains appellent aussi soft skills, et pour ça je me permets de le préciser, que vous trouvez aussi appelées sous le nom de mad skills, c'est-à-dire des compétences folles, qui sont désignées comme des compétences, on va dire, loisirs, entre guillemets, des aptitudes que l'on peut déduire de la pratique d'une activité extra-professionnelle. Voilà, des petites choses qui viennent en plus et qui génèrent une forte valeur ajoutée ou peuvent générer une forte valeur ajoutée dans le cadre du travail. Je pourrais vous donner quelques exemples. Donc, lorsque chez Métarome, on parle compétences douces, on parle des soft skills plus les mad skills. Alors, quelles sont les soft skills qui intéressent Métarome France avant le Covid? Puisque le propos de mon intervention, c'est de vous expliquer quelque part en quoi la crise sanitaire que nous avons vécue est venue modifier, de compléter ou est venue enrichir l'appréhension que nous avons, nous, des soft skills nécessaires pour travailler chez nous. En quoi c'est venu impacter ça et à quel point ça a été un révélateur d'un certain nombre de choses. Le premier élément, c'est celles qui sont en lien avec notre ADN. Bien évidemment, je vous ai dit, on est une entreprise familiale, on est une entreprise locale, française, mais tournée vers le monde. On est basé sur le goût, l'amour d'alimentation. Donc, tout simplement, des soft skills en lien avec ça vont nous intéresser. Quelqu'un qui met dans son CV qu'il aime cuisiner, à quelque part, il a une compétence douce, il a quelque chose, il a une appétence pour le produit agroalimentaire qui nous intéresse. Voilà, quelqu'un qui aime voyager, mais qui est enraciné, qui peut voyager aussi bien en France qu'à l'étranger, va aussi nous intéresser pour ces raisons-là. Donc, on a des compétences douces très larges qui peuvent se développer autour de l'ADN de l'entreprise. Et ça, c'est un point, je pense, qui est toujours à scanner avant un entretien, parce qu'on peut en déduire quelque part ou essayer d'approcher ou de mettre en comparaison tout simplement ces compétences douces avec celles attendues par l'ADN de l'entreprise. Celles qui sont en lien avec nos valeurs, là aussi qu'on peut positionner et imaginer avant l'entretien. Puis je reviens dessus, donc pérennité, sécurité, éthique. On peut avoir à un moment donné une compétence douce qui va se développer autour du fait, voilà, je fais de la randonnée et je travaille, et puis j'ai monté une petite assoce, et puis avec des amis, j'ai organisé, et puis maintenant on organise de temps en temps des petites tournées dans toute la France ou peu importe l'endroit, voilà, et qui me permettent de partir à 6-8 personnes ou de faire découvrir telle ou telle chose à telle ou telle personne. Ce qui va nous intéresser sur la partie compétences douces sur la sécurité, c'est pas tant l'expérience que fait cette personne, mais c'est sa capacité dans notre questionnement à un moment donné, nous, à lui dire mais comment vous avez géré ça, à quel niveau vous avez amené, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est si notre pilier de sécurité correspond au pilier de sécurité de la personne dans son activité. Et on va essayer de rapprocher les éléments des compétences du collaborateur avec qui on a l'entretien avec nos valeurs sur ces trois piliers-là. Et celles qui sont utiles en enrichissement d'équipe, troisième volet de compétences douces, que l'on va chercher en entretien, bien plus que les compétences classiques de l'expérience ou du diplôme, mais que vous, en tant que candidat, ou que nous, en tant que candidat, lorsque nous faisons un entretien en tant que candidat, ne pourrons pas maîtriser. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent uniquement du besoin de l'entreprise au moment où l'entreprise fait l'entretien. J'ai, par exemple, en ce moment, besoin de recruter dans une équipe de 5 personnes, dans un laboratoire, quelqu'un qui va avoir la fonction de coéquipier modèle. Je ne veux pas quelqu'un qui va être forcément axé sur le développement, être forcément axé sur le résultat à tout prix, mais quelqu'un qui va rentrer et prendre une fonction dans une équipe de collaborateurs qui va toujours être en appui, toujours être en écoute, toujours être en entraide, Et donc, on va aller chercher dans l'entretien avec la personne les compétences douces qui vont quelque part venir raisonner sur cette logique de coéquipier modèle, qui n'a rien à voir, par exemple, avec une attitude d'entraîneur, avec quelqu'un qui va être orienté projet et développement. Et donc là, suivant le poste que nous ouvrons, suivant le besoin technique lié au poste, mais aussi la composition de l'équipe et de l'entreprise, on va aller chercher des compétences bien particulières qui nous semblent s'agréger correctement. Sachant que ce qui est important pour nous, entreprise Métarome, c'est d'agréger des profils différents. C'est d'arriver à composer et à mailler quelque chose qui soit complet
avec l'ensemble des profils. Je ne veux surtout pas, et nous ne voulons surtout pas, spécialiser tel ou tel service sur tel ou tel type de profil. Ce qui marche le mieux chez nous, et je ne ferai pas de généralité, mais en tout cas je peux vous le dire chez nous, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un peu de tout. C'est comme en cuisine, voilà. Si vous mettez un peu de tout, ça va mieux que si vous mettez beaucoup d'un seul ingrédient. Ça, en tout cas, c'est plus goûtu et c'est plus riche. Voilà. Ce qui est important aussi à retenir par rapport à ça, c'est que, bien sûr, ce n'est pas une liste fermée et que, je vous le disais, ça dépend aussi des besoins de l'entreprise, mais surtout que ce qui est exprimé en tant que compétence douce à un moment donné, c'est l'expression de la compétence qui vaut beaucoup plus à nos yeux que la compétence en elle-même. Je prends un petit exemple, pour avoir eu un entretien de recrutement il y a quelques mois, une personne qui a fait partie, dans le cadre d'une activité sportive, d'une équipe de France. OK. Donc là, on peut voir un certain nombre de compétences, la capacité à se dépasser, autre. Voilà. Et puis en discutant, finalement, on a assez peu de choses avec cette personne. J'ai assez peu de retours là-dessus. J'ai une expression de cette compétence en disant bon, oui, j'étais capable de sortir du lot, j'étais capable de faire plus que les autres, j'étais capable d'avoir un objectif et puis de le dépasser. Bon, très bien, mais finalement peu d'expression. Et à côté de ça, vous pouvez avoir quelqu'un qui va tout simplement être entraîneur d'une équipe de foot de jeunes dans le village du coin, mais qui lui va l'exprimer déjà avec une passion et avec une envie qui vont se voir physiquement sans aucun doute, mais qui va être capable de faire un lien beaucoup plus évident entre ce qu'il fait et comment ça l'enrichit en tant que personne. Et comment ça fait que cette personne-là se nourrit finalement de cette activité. Donc, ce n'est pas la beauté, on va dire, ou ce n'est pas la force de la compétence qui est intéressante, c'est vraiment la capacité à l'exprimer, à en parler et être capable de montrer qu'elle vient renforcer la compétence globale du candidat. Alors, oui, il n'y a pas de questions, hein, c'est un peu perturbant pour moi, mais je pense qu'il y en aura après, puis vous me direz. Sinon, par rapport à ça, je continue sur la partie maintenant, virus, puisque ces compétences-là que l'on scanne régulièrement dans le cadre des entretiens, qui bien souvent font la différence sur les différents candidats que nous pouvons avoir, eh bien, le coronavirus est venu bouger un petit peu tout ça. Pourquoi et comment? Je regarde l'heure, c'est bon, je suis dans les temps. Pourquoi et comment? Eh bien, parce que on est rentré en 2020 sur ce qu'on a appelé les années VICA. VICA pour volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Et c'est aussi comme ça qu'on a présenté en interne en entreprise ces années-là. Alors, je dis ces années-là parce que ça a concerné l'année 2020, mais ça va concerner, on le voit bien, l'année 2021. Ça concernera encore l'année 2022. Je pense qu'il y a des choses qui resteront durablement autour de ces éléments-là. Je vais vous proposer de travailler autour de ce qu'est l'environnement VICA pour Metaroom France, de ce à quoi ça fait référence. Ensuite, je vous dirai ce que ça provoque et ce qu'on a vu que ça provoquait chez les collaborateurs, quels sont les remèdes possibles par rapport à ça et quels sont les bénéfices qu'un salarié peut développer pour s'adapter à ça. Sachant que le développement que peut faire le salarié, c'est le développement de compétences douces. Ce n'est pas autre chose. Et c'est en quoi cette crise, malheureusement, a été intéressante pour nous tous, c'est qu'elle a été un révélateur fabuleux de la capacité des collaborateurs à vivre la chose, à le gérer de façon la plus constructive et la plus positive possible, et à arriver toujours à garder une projection qui soit positive, quelle que soit la situation personnelle, la situation familiale, la situation, voilà, et tous les éléments. Et bien évidemment, avec tous les guillemets de sécurité qui vont autour de ça. Mais on a vraiment vu des choses très importantes se révéler sur cette année. Alors, l'environnement VICA, je disais, il est volatile. S'il est volatile, en quoi ça nous a malmenés sur 2020 et ça a malmené nos attitudes. La première, c'est que ça a foutu en l'air nos habitudes. On n'a pas vécu une année comme on les a vécu les années d'avant, ça j'ai aucun doute là-dessus. C'est un environnement incertain. S'il est incertain, ça veut dire que quelque part, pour faire des prévisions, c'est compliqué. Alors ça peut être une prévision de chiffre d'affaires, ça peut être aussi une prévision de dire combien je vais avoir de personnes demain qui vont venir bosser et qui seront présents. Ça peut être une prévision sur tout un tas d'éléments, mais globalement, l'incertitude est venue très très fortement sur des territoires où jusqu'à maintenant nous étions dans des logiques très très prévisibles. C'est un environnement qui est devenu complexe. Qui est devenu complexe parce qu'il a fallu comprendre tout un tas de choses.
voilà, qui n'était pas évidente. Hein. On est tous devenus des épidémiologistes en herbe, on est tous devenus des commentateurs politiques en herbe, on est tous devenus des commentateurs voilà, économiques aussi. Voilà, on a tous fait de la projection par rapport à ça, on a tous essayé de se gratter la tête et de comprendre à tout niveau. Et puis, cet environnement, il est ambigu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus où est la vérité, on perd nos certitudes et il est compliqué d'être logique ou rationnel. Et je dis ça sans aucun jugement par rapport aux événements qu'on a pu connaître depuis un an, hein. Mais on l'a tous vu quelque part. À un moment donné, on s'est dit, mais finalement, où est la vérité, hein? Et moi, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, je me pose la question régulièrement encore de savoir qui a raison sur quel traitement, qui a raison sur telle politique, qui a raison sur tel sujet, qui a raison. Et donc, derrière, c'est venu vraiment malmener nos personnes. Qu'est-ce que ça peut provoquer par rapport à ça? Le fait d'être malmené sur les habitudes, ça crée un sentiment d'insécurité. Volatilité, habitude, sentiment d'insécurité. Le fait de créer de l'incertitude, c'est venu travailler sur le fait de dire c'est très compliqué aujourd'hui de faire des prévisions. Et donc, c'est venu générer de l'anxiété et de la peur chez nos collaborateurs. Le fait d'être dans un schéma complexe et donc d'avoir du mal à comprendre les choses, à comprendre comment tout évolue, c'est venu amener de la remise en question et de la capacité à se remettre en question, et la capacité à se dire waouh, finalement l'environnement bouge, finalement tout bouge autour de moi. Est-ce que je suis prêt à accepter ça? Est-ce que je suis prêt à prendre un peu de hauteur, un peu de recul, peu importe, pour essayer de comprendre ça, me dire en quoi ça change les choses, en quoi je dois réagir différemment, tout simplement dans le management d'un collaborateur, tout simplement dans la position que je dois avoir par rapport à mon entreprise. Voilà, on a vu des attitudes surprenantes dans tous les sens du terme. Et sur l'ambiguïté que ça crée, l'ambiguïté, elle vient mettre à mal la logique et les certitudes qu'on peut avoir. Ça crée de la surprise, ça crée du doute. Quand vous créez de l'anxiété et de la peur parce que c'est incertain et de la surprise et du doute parce que c'est ambigu, vous générez forcément ou une dégradation des compétences douces des collaborateurs ou une apparition d'autres types de compétences qui viennent lutter contre tout ça. Les remèdes par rapport à ça, et donc quelque part, quels sont les éléments d'attitude ou de compétences qu'on va aller chercher ou que les collaborateurs peuvent déployer pour s'en sortir? Si je suis sur une logique, encore une fois, volatile qui vient perturber mes habitudes et que les habitudes génèrent, cette perturbation génère un sentiment d'insécurité, je vais devoir être agile. Parce que je dois intégrer le fait que l'insécurité, que la volatilité devient un facteur structurant de mon activité. Et je vais devoir être agile, de mon environnement, je vais devoir être agile. Et je vais devoir développer une capacité d'agilité plus importante qu'avant. Sur la partie incertitude, l'anxiété et la peur, et le fait de ne plus pouvoir gérer de prévision, ça veut dire qu'il va falloir que je sois proactif. Il va falloir que je ne considère pas le futur comme un élément certain, mais que régulièrement, j'aille sonder, j'aille vérifier, j'aille me projeter pour essayer de voir quels sont les scénarios possibles et lequel je vais utiliser le moment venu. Donc, c'est une capacité de proactivité qui est importante, le fait de ne pas rester, chez Metaroom, on appelle ça métabasket, avec Metaroom, voilà, c'est de mettre sa basket et puis d'avancer pour voir. Parce que plus on avance, mieux on voit en général. Sur la partie complexité, le fait que ce soit complexe et que ce soit remis en question, ça nécessite un développement de compétences autour de l'intelligence. Mais cette intelligence, on l'a vu, elle est collective. On n'a jamais autant discuté dans l'entreprise, on n'a jamais amené autant des collaborateurs, on n'a jamais vu autant, parce qu'on ne les a pas amenés à le faire, on n'a jamais vu autant les collaborateurs discuter entre eux que sur cette année 2020. Et sur le début de cette année 2021, c'est pareil. Et on voit des positionnements se faire autour de la capacité à animer, à participer à des réflexions organisées, non organisées, mais apporte à des réflexions sur le fait de travailler différemment, d'adapter l'environnement, de se dire, tiens, là, pouf, on a Jean Castex qui est venu nous parler hier soir, ça veut dire que donc ce matin, il faut qu'on pense à ce sujet-là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on le fait, ainsi de suite, de travailler dans l'ensemble des organisations, d'œuvrer à ce que de la discussion naisse la solution. Parce que si c'est complexe, je ne peux pas m'en sortir seul. Et sur l'ambiguïté, qui met à mal nos certitudes et qui crée de la surprise et du doute, ce qu'il faut, c'est trouver le moyen de développer cette compétence qui n'est pas évidente du tout, d'accepter l'échec, d'accepter d'avancer, de reculer, c'est-à-dire d'être dans une organisation apprenante. Il y a des choses que je vais mettre en place, il y a des choses que je vais faire, il y a des choses que je vais construire qui seront foutues en l'air un mois après ou 2 mois après.
qu'on foutu en l'air parce que l'organisation ne le permet plus, parce qu'on foutu en l'air parce qu'il y a un mot d'ordre va arriver, qu'il va falloir changer des choses. C'est pas grave. Je recommence, j'apprends, j'avance, je recule, je repars. Ça fonctionne plus, c'est de ma faute, ça fonctionne plus, c'est de la faute de l'environnement, peu importe. Je reconstruis autre chose à côté et je continue. Donc cette logique d'échec, erreur, d'avancée, d'apprentissage tout au long des mises en place, c'est encore une compétence douce qui n'est pas si évidente que ça à mettre en place et qui est pour nous, qui est devenue vraiment pour nous très intéressante. Les bénéfices pour les salariés de s'adapter à ce monde-là, alors bien évidemment, alors ça c'est voilà, une fois qu'on a passé la tempête, si j'ai réussi à être agile, hein, forcément je serai plus à l'aise avec le changement. Et le changement, c'est jamais quelque chose de facile. Si j'ai réussi à être proactif, si j'ai réussi à être proactif, je vais gagner de la confiance parce que finalement cette incertitude, je ne vais pas pouvoir la combattre parce que je ne la maîtrise pas. Par contre, je vais développer des scénarios qui vont me permettre de m'adapter constamment. Et donc, ça va me permettre d'aller plus fort et de développer quelque chose qui va me rendre plus sûr. Sur la partie complexité et intelligence collective, voilà, c'est ni plus ni moins, c'est la valorisation de cette intelligence collective. Et puis, le développement de la transversalité, parce qu'on le voit, une logique d'intelligence collective, elle est généralement en dehors de tous les canaux hiérarchiques, de tous les canaux verticaux que peut connaître une entreprise. Et puis sur l'organisation apprenante, voilà, c'est de composer avec des paradoxes. Hein. Et ça, c'est pas simple, de faire preuve de discernement, j'en parlerai tout à l'heure, et d'apprendre des échecs. Apprendre des échecs. Il y a une phrase très importante chez nous qui est de dire ne prends conseil qu'auprès des personnes qui corrigent elles-mêmes leurs erreurs. Donc le problème n'est pas de faire des erreurs, le problème c'est de les corriger, et c'est ces gens-là, ces gens qui sont capables de corriger eux-mêmes les erreurs qui ont été faites, sont des gens qui sont intéressants et qui sont riches de quelque chose. Alors, en quoi finalement les soft skills évoluent chez nous en lien avec tout ça, par rapport à ce que je vous disais sur les soft skills qui étaient liés à l'ADN, qui étaient liés à nos valeurs et qui étaient liés tout simplement aux besoins d'un poste à un moment donné, eh bien, elles viennent sur... je vais une petite caméra, voilà. Elles viennent sur 3 pavés. Le premier pavé qui est de dire, voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, l'humilité et la coopération sont des éléments de compétences, des attitudes qui prennent beaucoup de valeur dans un regroupement professionnel. Parce que la situation nous a amené finalement à être humbles, tous individuellement, je pense, par rapport à la situation. Moi, j'avais juré grand Dieu à mes enfants qu'ils ne seraient jamais confinés. Hein. Ça ne m'a pas empêché, 3 mois après cette erreur, de dire à mes enfants, mais bien évidemment qu'ils passeraient leur bac. Hein. Voilà, donc ce sont 2 petits exemples, mais on en a connu tous au niveau professionnel, à d'autres niveaux. Voilà, donc cette capacité à être humble, à reconnaître finalement son incapacité à poser les choses et à essayer de réfléchir ensemble et donc à coopérer pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. C'est le premier pavé qui est vraiment intéressant aujourd'hui et qu'on recherche et qui s'est révélé au travers de cette crise. Le deuxième qui s'est révélé au travers de cette crise et qu'on recherche maintenant, clairement, c'est la capacité d'être audacieux. Alors pour être audacieux, il faut de la confiance, mais une organisation se bat et une organisation arrive à vivre par rapport à ce type d'événement dès lors qu'elle est capable de continuer à avancer. Et pour avancer dans ces situations-là, il faut être audacieux. Alors l'audace n'exclut pas le risque, mais le risque, il se contrôle tant que faire se peut. Mais encore une fois, on est dans une logique apprenante, donc s'il y a risque, il faut accepter l'échec et il faut repartir et il faut faire mieux. Voilà. Mais cette compétence-là et cette capacité à être audacieux, à imaginer des choses et à tenter des choses est un élément qui nous intéresse et qu'on recherche au travers des compétences des collaborateurs. Un troisième pavé, un peu plus philosophique, j'allais dire, mais qui pour nous a de l'importance au travers des discussions que l'on a avec nos candidats, et aussi au travers de ce qu'on peut vivre en tant que citoyen. Là, je ne rentrerai pas dans ce débat-là aujourd'hui. Le relativisme dans le sens où voilà, une définition qui est liée au fait qu'on n'ait pas de référence absolue ou transcendantale. Tout est relatif. Et donc ça, on rapprochera en compétence 12 du pragmatisme. Être pragmatique, c'est être capable d'accepter une situation telle qu'elle est. Voilà, sans aller chercher de référentiel particulier, sans se dire que ça vient d'en haut, que ça vient d'en bas et qu'on ne peut rien y faire, et tout simplement à composer avec cette situation, à être capable de composer avec une situation donnée.
mais ça peut être capable de composer avec une équipe donnée, avec un projet donné, avec ainsi de suite. Mais globalement, cette capacité à être pragmatique et à se dire, bon, je fais avec ça, je construis, j'avance, je fais ce que je peux, et en tout cas, je ne reste pas sur cette réflexion, je ne reste pas sur une logique purement intellectuelle, j'avance. Autre élément, c'est le positivisme, qui est lié sur l'effet et l'expérimentation, où nous, on va rapprocher ça de l'objectivité d'un candidat et sa capacité à apprendre de ses expériences. L'objectivité d'un candidat, elle est pour nous très importante, elle l'était bien avant ça, sur le fait d'avoir des gens qui sont factuels, qui sont objectifs. Ça s'est clairement renforcé avec la situation que nous vivons. Là, encore une fois, à titre individuel, je pense qu'on a tous peut-être des valeurs, sans doute un certain nombre de croyances sur tout ce qui se passe et sur toute la façon dont change au but des organisations. On va aller chercher plutôt des personnes qui vont être capables de rester objectives par rapport aux éléments, qui vont être capables de rapprocher des faits d'un constat et d'être capables, s'il y a des éléments qui ne sont pas factuels mais qui sont subjectifs, éventuellement de les traiter, ce n'est pas le problème, mais d'être capable de les séparer à un moment donné des faits et de considérer avant tout les faits comme étant l'élément important. À partir de là, quand on a fait ça, on est capable de comprendre ce qu'on vit, on est capable d'apprendre des choses de cette expérience. Voilà. Donc c'est un autre élément de compétence qui nous intéresse. Alors, je reviens. Et voilà. Voilà. Là, je ne sais pas si je suis dans les temps. Merci, Monsieur Letellier. Je vous en prie. On a encore quelques minutes pour les questions. Nous en avons une. Patrick qui nous demande si le processus que vous avez présenté, est-ce qu'il a été déployé et adapté à l'ensemble du personnel? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ce que je vous présente sur la partie VICAL a fait l'objet d'une présentation par la direction lors des vœux de début d'année et de la galette, au mois de janvier, et puis a été ensuite décliné par l'ensemble des managers aux collaborateurs. Oui. Donc, on ne traite pas que les candidats sur ce sujet-là, mais c'est bien un élément pour nous de compréhension de l'année 2021. Nous sommes intimement persuadés que l'année 2021 va être beaucoup plus compliquée à vivre que l'année 2020, aussi pour nos collaborateurs. Et donc, c'était important de partager avec eux cet environnement pour bien comprendre qu'il est vécu par tout le monde et qu'il est simple pour personne. Je prends juste l'image par rapport à ça de la tempête et du bateau. En 2020, on était tous en pleine tempête. C'est simple finalement de s'en sortir en pleine tempête parce que vous allez choper le mât, vous vous accrochez au mât, vous essayez de tenir. Et ça va. Par contre, la tempête, elle est un peu partie là maintenant et on a 2-3 ans devant nous. Il n'y a plus de tempête, d'accord? Mais on est sur un bateau, on est crevé parce qu'on a vécu cette tempête, on est mort, on est lessivé psychologiquement, intellectuellement, physiquement. Voilà, mais le bateau, il est là, on n'a pas de rame. Il faut que ça avance, on ne sait pas où. Voilà. Et donc, c'est là beaucoup plus difficile de gérer ça que de gérer finalement la tempête en tant que telle. Donc, il était important de leur donner des clés de compréhension. Merci. Patrick, j'espère que nous avons répondu à votre question. Y a-t-il d'autres questions pour Monsieur Letellier ? Je n'en vois pas qui arrive. En guise de conclusion, nous mettrons un slide avec les coordonnées de Monsieur Letellier pour pouvoir lui rentrer en contact avec lui ou lui poser des questions complémentaires. Oui, tout à fait. Merci Monsieur Letellier. Je vous en prie, merci à vous. Et vous verrez apparaître également un petit sondage anonyme que nous vous soumettons. Très bien, c'est parfait. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.